Bonjour à vous tous et toutes qui nous rejoignez pour cette nouvelle capsule vidéo au sujet des aidants, de l'employabilité et de leur intégration sur le marché du travail. Alors aujourd'hui, nous sommes avec toi Aurélie Remeter, qui est consultante et formatrice, et notre chère partenaire, je dirais même pivot de ce parcours que nous avons au niveau du collectif Hors du commun, proposé aux 10 femmes courageuses, audacieuses, 10 belles personnes qui se sont engagées dans un parcours et dans ces emplois en ayant conscience de leur situation particulière, c'est-à-dire elles sont proches, aidantes, et ressentant un besoin d'aller vers l'emploi, d'aller vers un nouveau positionnement professionnel. Donc, bonjour Aurélie. Bonjour Marina. Toujours un plaisir de te revoir avec nous. Merci Aurélie, à toi. donc tu es, comme je disais, consultante, formatrice, et ton angle d'approche, ton expertise, c'est un bilan de compétences. Un bilan de compétences particulier, comme on dit, avec approche Ikigai. Ouais. Dis-nous-en plus et par la suite nous parlerons des aidants. Très bien. Eh bien, écoute Marina, ce bilan de compétences, ce qu'il a de particulier, c'est que une partie du parcours se fait en groupe, en collectif. Pourquoi j'ai souhaité proposer cela ? Pour la simple et bonne raison que pour ma part, j'ai pu bénéficier durant mon propre parcours d'expériences collectives, donc bénéficier de l'intelligence du groupe quand on se pose des questions sur le sens de notre vie, ce qu'on a vraiment envie de faire. J'ai trouvé ça très puissant. Et je souhaite aujourd'hui le réutiliser dans les choses que je propose, et en particulier dans ce parcours Ikigai, qui donc permet d'une part d'avoir cette approche collective. Ensemble, on se sent moins seul. On se sent moins seul pour avancer, d'autant plus quand on est dans ces moments de vie où on se pose des questions, on s'interroge, voilà, avoir des épaules et des gens qui partagent peut-être la même problématique, c'est assez énergisant, j'ai envie de dire. Ça motive, ça donne de l'entrain. Et puis d'autre part, on a également la partie individuelle, Oui. qui traite donc de la personne en tant que telle, très personnalisée, adaptée à son profil, qui était particulièrement important dans le parcours aidants et emploi que nous avons vécu en 2022, parce que on peut être aidant dans des contextes très différents. Voilà, et donc l'ikigai, comme tu le soulignes, outil qui m'est cher, parce que je trouve qu'il nous permet d'une part ce travail d'introspection. Donc là aussi, il est assez poussé dans ce bilan de compétences-là, où on se pose la question de qu'est-ce que j'aime vraiment faire dans la vie, ou encore quels sont mes talents, quelles sont les zones où je brille, quelles sont mes dispositions naturelles. C'est ce qu'on va essayer de rechercher. Et puis d'autre part, les deux autres questions de l'ikigai, je les trouve aussi très intéressantes parce qu'elles nous emmènent vers quelque chose de très concret. Elles nous emmènent dans la vraie vie. Oui. La troisième question, c'est celle de qu'est-ce qui a du sens pour moi ? À quel endroit dans le monde je me sens vraiment utile ? Et puis enfin, la quatrième, qui intéresse particulièrement ce programme aussi, c'est à quel endroit je peux être rémunérée ? Où est-ce que je pourrais trouver un métier qui me permette de lier ce que j'aime, mon talent, ce qui a du sens, et qui puisse me rémunérer selon ce que j'ai vraiment besoin. Tu as utilisé les mots forts et importants. On a parlé des talents, des compétences et en même temps du professionnalisme et de la rémunération. Très intéressant parce que dans la définition même que l'on donne aujourd'hui officiellement à ce statut des aidants, on dit que c'est quelqu'un qui apporte une aide à un proche en situation de handicap ou de maladie de manière non professionnelle. Alors il y a effectivement des personnes qui disent non professionnelles mais rémunérées. Alors on a bien compris que le parcours Ikigai et le bilan de compétences façon Ikigai pour deux groupes de femmes aidantes n'avaient en soi rien de particulier lié à l'aidance. C'est le fait même de réunir ensemble dans un seul lieu, réunis autour d'une approche particulière,
des personnes qui traversent des situations semblables. Ça, c'était finalement la spécificité, on va dire, de ce bilan de compétences Ikigai pour les aidants. Ce qui va beaucoup m'intéresser, Aurélie, c'est, vu que nous reconduisons cette expérimentation en 2023, et nous souhaitons expliquer aussi en quoi aujourd'hui les employeurs pourraient utiliser ce parcours et cet outil pour le positionnement ou la préparation des aidants pour réintégrer de nouveau un emploi. Qu'as-tu ressenti, remarqué, observé de particulier dans le cheminement de ces personnes vers l'emploi ? Plusieurs choses là, qui me viennent sur ta question. La première et la prépondérante, je pense, c'est celle de la peur de comment je vais m'organiser. L'aidance prend un temps conséquent pour certaines personnes, même tout leur temps, en fait, pour certaines. Et donc cette question-là de retourner à l'emploi, il y a certaines personnes pour qui, même à l'heure actuelle, c'est techniquement impossible. L'aide qu'elles apportent à leurs aidés prend toute la journée, même la nuit. C'est vrai que ça dure vraiment 24 heures. Oui. Quand on aide, quand on a à la maison quelqu'un qui est atteint d'Alzheimer ou un peu de démence, c'est une surveillance H24 en fait qu'on apporte à cette personne-là. Et donc c'est intéressant tout à l'heure quand tu disais que ce n'est pas professionnel, mais ces personnes-là développent des capacités professionnelles importantes par l'accompagnement qu'elles font au quotidien. Donc voilà, il y a d'une part, il y a cela, il y a comment de toute façon je peux imaginer retourner à l'emploi, parce que de toute manière, l'aide que j'apporte à mon aidé aujourd'hui, c'est H24, c'est tout mon temps. On arrive à peine à s'extraire de ça pour prendre un petit peu de temps pour soi. Donc pour ces personnes-là, tu vois, dans ce cas de figure, le parcours Ikigai, il a permis d'identifier quels seraient mes temps de répit, comment je peux les aménager et les introduire vraiment dans ma vie. Et là, par le mécanisme des petits pas, on a réussi à faire vraiment de chouettes choses. Ensuite, les autres problématiques, c'est toujours lié à ça, mais dans un degré moindre. Voilà, c'est quelqu'un qui va avoir en effet la charge d'aider, où cette personne doit intervenir, pas forcément sur toute la journée, de manière peut-être plus ponctuelle dans la semaine, mais on sent bien qu'elles ont cette peur de se réengager dans le monde du travail. Et la peur principale, c'est comment ça va se passer avec mon employeur, si j'ai un coup de téléphone, que je dois intervenir rapidement, je pourrais pas être aussi libre que ce que je suis aujourd'hui pour gérer les urgences, gérer les retours qu'on a eu beaucoup aussi dans les deux parcours, c'est les aspects administratifs qui sont aussi assez lourds. Quand on a par exemple des tutelles ou ce genre de choses-là, c'est vrai que ça demande une présence administrative accrue. Et on ressentait bien chez une partie des personnes qui ont participé au parcours cette peur de si je retourne à l'emploi, je ne serai plus aussi disponible pour... Et elles ressentaient ce sorte de... Je suis salariée, j'ai un employeur, je ne pourrais pas m'exprimer, je ne serais peut-être pas compris ou comprise. Ça, ce sont des peurs qui ont beaucoup émergé. Je ne serais peut-être pas entendue dans mon besoin. On ne comprendra pas pourquoi je dois m'absenter. On ne comprendra pas pourquoi je ne pourrais pas être aussi efficace qu'un employé lambda. Sans nullement vouloir stigmatiser quiconque, une phrase... du type Madame, ou vous êtes là, ou vous êtes là. Est-ce finalement une peur si infondée que ça ? Bon, bien évidemment, on ne peut pas présager ou se positionner par rapport à chaque situation spécifique. Néanmoins, comment encourager une salariée en poste à qui on dit clairement eh bien, quand vous êtes professionnel, ici, dans ce lieu, vous l'êtes, et donc vous oubliez quelque part la grande partie de vous, finalement. Oui, tout à fait. Tu évoques en effet le retour d'expérience que nous avons eu d'une participante qui a rencontré ça. Alors, tout ce qu'on est capable de dire, c'est que bien évidemment que ces contextes professionnels existent. Ça existe, des entreprises qui ne sont pas ouvertes,
qui ne comprennent pas, qui restent concentrés sur la performance de l'employé et qui ne voient pas les contraintes que cette personne peut avoir. Mais j'ai envie de dire quand même, il y a aussi des entreprises qui sont ouvertes à la discussion, qui sont ouvertes. Et on a aussi l'expérience d'autres participants dont le retour à l'emploi aujourd'hui est extrêmement bien accompagné. Donc moi, ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est que il faut essayer de le mesurer. Dans l'entreprise où on est, ou dans l'entreprise dans laquelle on aimerait s'insérer, il est important pour un aidant de mesurer le degré de compréhension de l'employeur pour ne pas peut-être à un moment se sentir vraiment très mal par rapport à sa situation. Et pour cela, il suffit simplement de communiquer et de préciser et de parler à l'employeur de sa situation, d'en parler de manière transparente. Moi, ce que je crois profondément, c'est que pour un poste qu'on pourrait avoir quelque part, si on aborde son sujet et son contexte et qu'on ressent bien qu'en face celui-ci n'est pas bien reçu, c'est peut-être simplement un endroit où il ne sera pas bon d'aller pour soi, où on ne sera pas entendu en tant qu'aidant. Et ce sera peut-être une organisation qui ne sera pas encore assez ouverte sur le sujet de l'aidance. Malheureusement, ça existe. C'est bien présent. Tu as abordé, en parlant du parcours Ikigai, le mot talent. Oui. Talent, compétence. Aurais-tu observé des choses chez ces personnes qui seraient vraiment issues de leur parcours d'aidance? Comment, quel est le type de personne qui s'engage plus volontairement, de manière peut-être plus consciente, qui accepte ce rôle qui n'est pas toujours facile? Ouais. C'est une bonne question. Il y a quelque chose d'assez universel qui est ressorti dans les deux groupes qu'on a accompagnés. Deux notions, je dirais, quand on a travaillé sur le sujet des talents et des compétences innées. Pour beaucoup de ces personnes, on avait des verbes comme aider. C'est-à-dire que ce sont vraiment des personnes qui s'épanouissent quand ils sentent qu'ils sont en train d'aider quelque part. Et puis un autre verbe, sans doute quelque chose que ces personnes ont aussi de manière innée, mais qu'elles ont beaucoup développé dans le fait d'être aidant, c'est l'organisation. En fait, ce sont des personnes qui passent leur temps à organiser leur vie, mais surtout à organiser tout le monde qui est là et qui grouille autour d'un aidé, parfois avec plusieurs prestataires de soins, d'accompagnement, de différents types de médecins. Et voilà, l'aidant, son rôle principal, c'est vraiment d'aménager, d'organiser la vie autour de cette personne, de son aidé, et ça passe aussi par l'organisation de la sienne, évidemment. Donc, on a vraiment ressenti cette très forte compétence qui a grandi chez tous les aidants. C'était cette capacité forte à être un très bon logisticien, un très bon organisateur, un très bon quelqu'un qui anticipe beaucoup. Donc ces compétences-là, oui, elles ont été particulièrement identifiées chez l'ensemble des personnes qu'on a suivies. La question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir si c'est déjà dans la personne et donc elle va probablement avec peut-être plus de facilité se saisir d'un proche, ou alors effectivement c'est quelque chose qu'on développe et qui est inhérent quelque part, puisque la danse n'est pas en soi un métier, c'est un état d'esprit, c'est une façon de vivre, c'est une façon de se dédier à quelqu'un, parfois sur une vie entière. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui t'a traversé comme questionnement, ce qui est finalement à l'origine et ce qui est une conséquence. Oui, tout à fait, ça m'a traversé l'esprit. Le ressenti que je peux te partager, c'est que je crois vraiment que ce rôle d'aidant ne leur est pas arrivé pour rien. C'est-à-dire que je crois vraiment que ces personnes qui ont accepté aussi, en fait, de prendre ce rôle-là, elles en avaient les capacités innées. Parfois, certaines font partie d'une fratrie, et c'est arrivé chez lui ou chez elle, en l'occurrence là c'était chez elle, mais parce que d'une part, pour elle, aider fait partie un peu de son ikigai,
fait partie de sa raison d'être. Sa raison d'être. Et on le voit bien d'ailleurs, parce que dans les projets de retour à l'emploi, elles restent dans des projets où elles sont quelque part encore aidantes. Elles sont encore en train d'apporter de l'aide, d'apporter du soin. C'était très représentatif, ça. De vraiment ressentir ça dans la poursuite de leur projet. Donc moi, je crois, personnellement, qu'il y a quelque chose de très inné et très naturel, déjà ancré en elles, qui font que la vie leur a amené ce rôle d'aidante à un moment donné. Tu te souviens, Aurélie, quand on préparait encore le programme, quand on était dans la phase de l'ingénierie, on s'est posé beaucoup de questions sur une forme d'enfermement que peuvent vivre certains aidants au retour à l'emploi, après une période dédiée entièrement à une personne aidée, de retour prédestiné dans les soins. Ben oui, vous l'avez fait de manière, non professionnelle, mais de qualité. Eh bien, voilà une voie royale de surcroît qui embauche. Qu'en penses-tu? Et surtout, qu'on dit ou qu'on fait comprendre les personnes, donc les 10 femmes que nous avons accompagnées? Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un automatisme, j'ai envie de dire, que de passer d'un rôle d'aidant auprès d'un de ses proches à un métier où on l'est de manière professionnelle. C'est pas finalement un automatisme. Je crois qu'il faut justement ne pas s'enfermer là-dedans. Et d'ailleurs, il faut simplement observer, par exemple, le groupe de 10 aidants qu'on a eu, 10 aidantes qu'on a eues. Toutes ne se retrouvent pas du tout dans un projet où elles seraient à nouveau dans le soin, dans l'accompagnement, dans l'aidance. En revanche, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, alors il y en a certaines qui ont envie, profondément envie de retourner dans du soin, dans du prendre soin, mais on n'est pas forcément d'ailleurs dans du soin à la personne. On a aussi eu le cas de soins aux animaux, par exemple, qui était une piste envisagée. Et puis, dans la manière dont j'accompagne habituellement des groupes dans l'ikigai, je mets souvent en avant cette notion qui est la suivante, qui est de dire que là où on se sent utile, le talent qu'on a, on va pouvoir l'activer dans des endroits et des domaines très différents. Tu vois, par exemple, accompagner et soigner, ça ne se fait pas forcément que dans un EHPAD. Ça peut aussi, par exemple, se faire dans une entreprise qui fait de la réinsertion professionnelle et dans laquelle on va être accompagnant ou accompagnante de personnes en retour à l'emploi. On est là aussi dans une forme de soin et d'accompagnement à la personne. Et la chose aussi intéressante qu'on a pu observer chez les personnes qu'on avait dans notre groupe, c'était pour certaines une ouverture assez importante sur leur conscience environnementale. Pour certaines, on avait vraiment ça. C'était important pour elles d'être dans un environnement, dans un domaine, dans un job dans lequel elles sentent participer à un développement durable, participer à une protection de la planète. Et oui, sans doute que leur aventure d'aidant-d'aidante a nourri peut-être un petit peu cette notion-là, développer particulièrement leur empathie, leur envie d'aider, mais voilà, qui n'est pas forcément sur l'être humain en tant que tel, qui peut être sur une organisation, qui peut être sur d'autres échelles que l'humain. Donc voilà, pour te répondre, non, n'enfermons pas. N'enfermons surtout pas les aidants dans des orientations automatiques qui seraient dans du soin. Le soin et l'aidance peut s'apporter à des endroits divers et variés. Merci Aurélie, je pense que ça sera un très beau mot de la fin. Et je souhaite rappeler qu'à partir de 2023, et plus précisément le mois de janvier, nous reconduisons cette belle nouvelle aventure avec, comme d'habitude, des aménagements, des agencements, puisque la première expérience nous a permis de tirer des conclusions, des conséquences. Donc cette nouvelle formule 2023 Aidance et Emploi sera différente, mais fidèle à son esprit. Et nous espérons que les personnes qui aujourd'hui accueillent ou pensent accueillir ou réintégrer les aidants familiaux avec un parcours précédent ou nouvellement arrivés dans l'entreprise pourront également se saisir de cette occasion pour leur permettre de passer par le parcours
trouver confiance, en plus de manière collective, et être pleinement heureux et épanouis dans leur nouvel emploi. Alors s'il y avait encore quelque chose à rajouter, Aurélie? Eh ben, j'ai hâte de retrouver de retrouver de nouveaux aidants en 2023. Promet d'être à nouveau un parcours riche en émotions et j'ai très hâte. Et nous saisissons l'occasion pour remercier la conférence des financeurs qui nous permet de mener cette expérience. C'est un précieux soutien et nous les remercions encore une fois.